Bonjour et bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast saison 2. Je suis Mathieu Lambert et je suis accompagné de Maxime Frémaux, Rémi Dutch. Et aujourd'hui, on accueille un invité, Rémi Rivet, pour parler musculation et préparation physique. Avec Rémi, on a fait un podcast ensemble il y a quelques mois, enfin, c'était même il y a plus d'un an. C'était en mois de mars dernier, donc c'est le podcast numéro 9. Voilà, si vous voulez écouter Rémi plus longtemps, si le podcast vous a plu, on avait fait un podcast aussi, on avait parlé un petit peu de préparation physique. Donc pour commencer, Rémi, je veux bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'auraient pas écouté le podcast qu'on avait fait ensemble. Ouais, déjà merci de m'accueillir. Ça fait 2 fois qu'on discute ensemble, Mathieu, mais c'est toujours un plaisir. Et puis merci à Maxime et Rémi. Du coup, moi, pour faire simple, là je suis en master, en deuxième master. Hop, je sais pas si ça a coupé. Non. Donc je suis un deuxième master. J'ai fait un premier en préparation physique. Et là j'en fais un deuxième qui est plus axé ergonomie. Et donc là, je travaille en recherche aussi sur le profil force-vitesse et l'intérêt du profil force-vitesse dans une discipline d'endurance qui est le ski nordique. Et puis voilà, puis en parallèle, je suis investi pas mal en vélo, donc j'entraîne à haut niveau, et puis aussi en escalade, j'entraîne à haut niveau. Et donc voilà quoi, c'est à peu près la présentation assez rapide, quoi. T'entraînes en préparation physique, hein, du coup, c'est ça? Ouais, moi j'axe pas trop sur l'énergétique, même si des fois j'aimerais bien, parce que c'est assez complémentaire. Mais je m'occupe principalement de la préparation physique et du contenu en prépa. En escalade, par contre, là, je planifie absolument tout. En escalade, c'est juste en vélo, je dois me cadrer aussi avec l'entraîneur. Donc là, par contre, je fais que le contenu de préparation physique, quoi. Ok. Alors pour toi, comment tu t'expliquerais les gains de performance qu'on retrouve dans la plupart des études avec la muscu? Comment, voilà, quand tu échanges avec un entraîneur, qu'est-ce que tu avances ou toi dans ta réflexion derrière la programmation de la muscu, qu'est-ce qui pour toi explique les gains de performance? Alors, pour moi, en fait, la musculation, déjà, je couvre deux pans. Et ça, j'imagine que tu le sais déjà, mais pour moi, il y a l'aspect performance, et ça, c'est direct. La plupart de la littérature sur le sujet, elle est unanime. La musculation va améliorer la performance sur le vélo. Et il y a aussi plutôt le côté longévité, prévention, mitiger le risque de blessure. Et moi, je mets énormément d'accent là-dessus. Parce qu'au final, chez n'importe quel coureur, que ce soit du vélo de route, du triathlon, du VTT, peu importe, à un moment donné, il faut quand même que tu emmagasines un maximum de volume d'entraînement. Et pour avoir ce volume d'entraînement-là, faut avoir l'aspect longévité qui soit bien mis en place. Donc pour moi aussi, la performance et la musculation me permet de maximiser ce paramètre de longévité chez mon athlète. Après, pour la performance, je sais pas si je voulais parler de la prévention ou plutôt de la perf, on va parler de la perf. Euh, en fait, pour moi, le premier argument que j'avance, c'est que la spécificité de l'activité, et moi je travaille avec un gars qui fait du VTT, de l'XC, donc la spécificité de l'activité, c'est la réitération d'efforts intenses avec des périodes plus brèves ou longues de repos entre chaque. Et donc, rien que quand tu as la spécificité de l'activité, tu as juste à dire, en fait, j'ai deux choix. C'est soit je travaille sur la capacité à récupérer entre deux efforts, ou soit je travaille la capacité à exprimer une puissance, une certaine puissance à un temps donné, quoi. Et si tu t'intéresses à une puissance qui est maximale, parce qu'en général, tu réitères des puissances qui sont supérieures à la puissance maximale aérobie, au-delà de la PMA, et tu sais qu'une grosse part de cette capacité-là, elle va être dictée par la puissance maximale. Et la puissance maximale ou même la puissance en vélo, c'est une combinaison optimale des paramètres de force et de vitesse. Et comment tu peux optimiser ces deux paramètres-là? Tu fais de l'intervention en salle de musculation, par exemple. Après, tu as différentes modalités. Mais en général, ce qui marche le mieux et le transfert le plus efficace qu'on a, c'est la musculation. Et ça, on a plein de papiers. Après, bon, là, c'était pas sur le VTT les papiers, mais je crois que le premier qui avait fait ça, c'était Millet en 80, un truc comme ça. Ils avaient fait ça sur des triathlètes. Et ils avaient comparé des protocoles de musculation. Et en gros, ils avaient observé que chez des triathlètes, il y avait moins de fatigue neuro. Comment ils avaient vu cette fatigue neuromusculaire-là? Ils avaient vu qu'en gros,
Les athlètes qui se fatiguent, c'est les athlètes qui, sur la fin de l'épreuve, avaient une cadence plus basse, qui était signe de fatigue neuromusculaire. Ils avaient vu que sur des interventions de musculation, on avait moins de baisse de cadence, moins de baisse de fréquence de pédalage, et donc moins de fatigue neuromusculaire. Et après, il y a eu une myriade d'études dans les années 2000. Tu as eu Ronestad en 2011, Ronestad en 2015, tu as eu Levens en 2014, enfin, tu as eu plein d'études, et de manière récurrente, euh, on voit une augmentation de la perf, quoi. On voit une augmentation de la perf sur des efforts de type time trial, donc vraiment un all-out de 40 km ou de 50 km, mais tu as aussi une amélioration des paramètres de puissance sur des sprints. Donc en fait, tu sais très bien que la musculation, de manière unanime, elle augmente la performance en vélo, quoi. Ouais, et moi, du coup, ça, je l'explique. Enfin, tu vois, tu as parlé de ce côté un peu nerveux aussi. Je pense avec, Ouais, au niveau des unités motrices, j'imagine que la musculation, ça nous permettrait peut-être d'avoir accès à 100% de nos unités motrices, ou en tout cas d'augmenter notre capacité d'avoir accès à ces unités motrices-là, et que sans ça, en fait, peut-être qu'on a un mécanisme protecteur qui nous empêche d'avoir accès à toutes ces unités motrices, peut-être pour voilà, éviter qu'on s'arrache les tendons, les muscles, ou les articulations, j'en sais rien, tu vois. Et que justement, le fait de faire ça, la musculation, ça nous permet d'aller plus loin. Et je pense que c'est ce qui explique aussi les gains, que ce soit du coup en force max, si on est capable de recruter plus d'unités motrices, et puis aussi les gains en endurance, même sur un effort de 45 minutes, comme tu vois, tu parles des études de Ronostat, il me semble qu'il montre un ouais, effort sur un test de 45 minutes. Et il y a aussi un gain de performance, quoi. Et là, pour le coup, c'est pas la force max qui limite l'effort sur 45 minutes. Et là, je pense que c'est vraiment peut-être ce côté unité motrice qui nous permet d'avoir accès à plus de fibres musculaires, et peut-être plus du coup parce que voilà, avec la fatigue, on va va recruter de plus en plus d'unités motrices. Et puis, si on a accès à plus d'unités motrices, on a accès à plus de fibres musculaires, plus de réserves de glycogène intramusculaire. Et au final, à la fin, même sur une perte d'endurance, ça améliore les performances, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je l'expliquerai. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Mais... ouais, si, absolument. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait Millet qui est le papa de la fatigue musculaire, la fatigue neuromusculaire. Et au final, là, tu parles du recrutement des unités motrices dans l'ordre classique et la loi d'Henman. Et au final, la loi d'Henman, elle a un corrélat qui dit que, en gros, si tu as une fatigue musculaire et si tu augmentes la fatigue musculaire, peu importe si, en gros, la puissance développée reste constante, plus tu as une fatigue et plus tu vas recruter en conséquence des unités motrices. C'est-à-dire que tu as un effet fatigue. Et si tu veux à un moment donné repousser ou plutôt augmenter ton seuil de tolérance au niveau de la fatigue, tu vas avoir une nécessité d'aller recruter les dernières unités motrices. Et l'avantage de la musculation, c'est que ces unités motrices-là, tu peux les recruter dès le début avec des exercices dont l'intensité est hyper élevée. Et ça, c'est l'avantage, c'est qu'en gros, en muscu, tu peux tout de suite orienter vers de l'intensité très élevée, au-delà de 80% de ton 1RM, ce qui va en général solliciter les dernières unités motrices. Et donc là, tu as déjà ton raccourci en mode, maintenant, je vais travailler la dernière étape, quoi. L'étape où je recrute un maximum d'unités motrices, quoi. Et ça, c'est un avantage. Et Ronenstad, là, il avait fait je crois que c'était Ronenstad, ouais, ils avaient fait un test sur un 3 heures time trial et ensuite ils avaient non, un 3 heures en sous-max endurance juste. avec un test 5 Ouais, minutes à la fin, je crois. ouais, exactement. Ils ont fait un final push et ils ont fait un time trial. Et là, tu te dis, au final, même si tu as une grosse composante aérobie et puis que faut soutenir quand même un maximum d'efforts, ta capacité à aller recruter les dernières unités motrices et à vraiment enclencher le dernier, le final push, il est important. Et je crois même que dans cette étude-là, ils avaient parlé du peak torque. Et le peak torque, en gros, c'est ta capacité à développer de la force maximale quand tu es en haut du cycle de pédalage. Et le peak torque, il était plus important chez ceux qui faisaient de l'entraînement résistance. Et donc, au final, en plus, ce peak torque, tu peux très bien le travailler avec des modalités type RFD, Rate of Force Développement en muscu, de manière spécifique. Et donc, au final, oui, il y a vraiment un transfert entre la musculation, même si c'est d'un point de vue spécificité, on n'y est pas beaucoup, mais tu travailles des qualités que tu peux retranscrire dans la pratique, quoi. Et c'est une Mm. manière récurrente, quoi. Il y a pas une étude qui va enfin, qui montre qu'il y a une baisse de performance après de la musculation, quoi. Ouais. Ouais, non, j'avais vu aussi cette étude qui montre les gains de performance avec un effort sur 5 minutes après de la fatigue. Et ouais, je pense clairement Mm. que le côté unité motrice là-dessus, il joue. Et tu penses que toi,
au final, même en faisant une séance qui nous pousse à une grosse fatigue, où on va recruter du coup beaucoup d'unités motrices à la fin à cause de la fatigue, ça aurait plus ou moins le même effet au final que de la muscu où on pourrait recruter dès le début, ce type d'unité Ouais, motrice. c'est une bonne question parce que même si tu t'intéresses à ce genre de questions-là, moi je m'étais intéressé pour des cyclistes et l'entraînement en BFR, tu sais, le Blood Flow Restriction là. Et Mm. en gros, la restriction sanguine, elle nous montre qu'on est sur des intensités qui sont hyper basses, mais le fait d'avoir une fatigue neuromusculaire élevée, on va recruter les dernières unités motrices. Et tu pourrais te dire, bah, en vélo, au final, si tu vas assez loin dans la fatigue, tu vas recruter. Je pense que c'est quand même intensité dépendant, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de faire du 60% de VO2 max sur 4 heures et penser à recruter les dernières unités motrices. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt à travailler cette qualité-là, d'être capable de recruter les dernières unités motrices, mais en fin de séance, quoi. Mm, mm. Ouais, non, je pense aussi, ouais, je pense aussi. Ouais, Et et du du coup, coup, moi, ça pourrait être intéressant de combiner ça avec l'entraînement sur route, où en fait, bah, du coup, soit tu fais la muscu en pré-fatigue ou tu la fais après la séance, et là, tu vas chercher les unités motrices vraiment avec une grosse pré-fatigue. Ouais, bah, carrément. Et puis ça, c'était Stephen Stiller là, qui parlait sur son concept de durabilité. Là. Et sur son concept de durabilité, il disait qu'en gros, des facteurs de performance sur le vélo, bah, c'était la capacité à envoyer sur la fin, quoi. Si jamais tu fais une échappée ou quoi, c'est vraiment cette capacité-là à développer un maximum de force. Et il disait que un protocole d'entraînement qui serait optimisé, ce serait de faire soit la moitié de sa séance en début de séance, ensuite de faire sa sortie longue, entre guillemets, et de faire ta dernière partie de séance sur la fin de ta sortie, justement pour avoir cette fatigue-là là, assez spécifique, fatigue neuromusculaire. Tu as une baisse du glycogène intramusculaire, tu vas avoir une fatigue même neuromusculaire de base, sûrement une petite baisse de cadence, donc un changement dans la bioméca. Et là, d'une manière spécifique, tu travailles ta capacité à réitérer des efforts intenses avec cette fatigue-là. Et donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Il y a vraiment un intérêt à travailler sur fatigue, quoi, en pré-fatigue. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait un intérêt, est-ce qu'on pourrait cantonner ce travail sur le vélo? Ou est-ce que pour toi, la musculation permet un travail spécifique qui apporterait quelque chose en plus du vélo? Alors, ça, après, si on aborde ce sujet-là, on va commencer à se dire, est-ce qu'on peut faire un travail qui va être spécifique, type musculation sur le vélo? Et alors, moi, personnellement, et par rapport à la littérature qu'on a sur le sujet, moi, je suis contre l'entraînement sur le vélo et je considère pas que l'entraînement sur le vélo, peu importe si tu manipules des variables type cadence, va avoir les mêmes répercussions d'un point de vue force et mécanisme nerveux. On a pas mal d'études sur le sujet et mon problème avec ça, là, avec le changement de cadence, si c'est ce dont on parle, euh, déjà l'entraînement basse cadence, il y a certains papiers qui montrent que ça diminue l'efficience au niveau de ton cycle de pédalage, le stroke efficiency. Et pour moi, c'est contre-productif parce que inconsciemment, quand on va te mettre en compétition, on va te dire, bah, vas-y, donne tout. Et le principe même de tout donner, c'est de se mettre à sa cadence optimale parce que c'est là où tu es le plus à l'aise. Et si tu commences à avoir des protocoles d'entraînement qui limitent justement cette efficience au niveau du cycle de pédalage, ça va être contre-productif le jour J. Ensuite, on a très peu de littérature sur le sujet. À chaque fois, c'est la même chose. On a des comparaisons de groupes entre cadence basse, cadence élevée, où ils essaient de simuler un peu la musculation sur le vélo. Et au final, oui, la cadence basse l'emporte sur la cadence élevée, mais on n'a jamais de papier qui nous montre la différence entre cadence basse et cadence naturelle de la personne. Et du coup, tu peux jamais vraiment tirer de conclusion. Et moi, mon point de vue là-dessus, c'est que quand tu essaies d'optimiser un peu les deux, en mode bah, je vais faire un peu de muscu et un peu de vélo et je vais me mettre dans l'entre-deux, c'est le meilleur moyen pour ne rien développer du tout. Et pour moi, je préfère vraiment être à l'opposé de la spécificité, à vraiment sortir du vélo et me dire voilà, là, je vais travailler des mécanismes, je vais travailler le recrutement d'unités motrices, la coordination intermusculaire, mais vraiment de manière aspécifique, donc pas du tout spécifique travailler le RFD, travailler l'explo, même travailler de la pliométrie, alors qu'en vélo, on pourrait se dire, bah, la plio, il n'y en a pas. Vraiment travailler les qualités de manière indépendante et me dire, quand il sera sur le vélo, il fait du vélo et là, il va retransférer. Après, c'est une manière, une philosophie de l'entraînement qui est pas forcément partagée, hein. Il y a plein d'entraîneurs qui font du big gear avec leurs triathlètes. Moi, je partage pas ça. Je considère que
la musculation est faite pour la musculation. On reste en salle, on travaille les qualités, plus une qualité qui va être générale. Et ensuite, on laisse au vélo le vélo, la spécificité, et on fait le transfert, quoi. Non, je te rejoins un petit peu là-dessus parce que moi j'ai évolué. Je suis sorti de master, j'étais omnibulé par faire de la force à 50 tours minute. Et au final, tu te rends compte qu'en compétition, les athlètes, ils sont jamais à 50 tours minute. Je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, c'est plus à la rigueur, il faut faire de la force entre 70 et 80 RPM, là où il y a les moments de force. Et c'est surtout des grosses intensités. C'est pas à basse intensité où tu leur dis de monter la bosse en zone 2 à 50 tours minute. En compétition, tu rencontres jamais ça. À part vraiment s'il n'a pas mis le bon braquet et qu'il se retrouve dans un col en groupe éto, quoi. Et c'est le seul moment où il va solliciter de la force à cette allure-là. Par contre, en compétition, on va dire les gros moments de force, c'est au sommet d'une bosse, tu as le gros braquet, tu as 75 tours au minimum, quoi. Donc, moi, maintenant, quand je fais faire de la force sur le terrain, j'essaye d'être sur une cadence plus proche 70-80 et sur des intensités plus typiques seuil, parce qu'au final, c'est ce qu'on rencontre en compétition. Et si on fait vraiment de la basse intensité, je suis pas certain que ça soit efficace sur la pratique en elle-même. Ouais, carrément. Et après, il faut bien retenir que si par exemple tu fais, je sais pas, pas du départ arrêté, mais du un peu lancé et t'envoies 75 tours minutes en fréquence de pédalage, mais tu es sur des intensités qui sont quasi maximales. La demande, le pic torque et tout, il est bien plus élevé. Alors qu'on considère très rarement que 75 tours minutes ou 80 tours minutes, c'est une cadence basse. Mais si tu dois démarrer un effort maximal à partir de 80 tours minutes sur une intensité qui est vraiment max, là on est sur des recrutements qui sont hyper élevés. Et bah, pour moi, beaucoup plus intéressant, ouais, comme tu le disais, quoi. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'il serait intéressant, enfin, je continue un peu ma question précédente, mais est-ce qu'il serait intéressant d'aller sur du travail spécifique à vélo, mais par contre, plus sur des départs arrêtés en force max, enfin, avec un gros braquet et abandonner la force endurance? Est-ce que pour toi, finalement, ce travail-là pourrait coïncider un peu avec le travail qu'on peut faire, qu'on peut retrouver en salle de musculation, quand on est vraiment sur des efforts très, très courts? Moi, je reste persuadé. Après, ça dépend si tu es sur des cyclistes piste, par exemple. Oui, tu vas faire du départ arrêté à grosse cadence. Mais là, on va être sur des problématiques de quelle est quelle est peut-être sa cadence optimale. Et là, on va travailler sur le profil force-vitesse, par exemple. Et on va regarder un petit peu comment ça se retranscrit sur l'aspect force-endurance. Et là, oui, il y aura sûrement, et il y a des papiers récemment là, Rivière, je sais pas si vous avez lu ça, mais Rivière en 2020, et c'est l'équipe Savoie-Mont-Blanc ici qui ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé avec, je crois, c'est AG2R, et en gros, ils ont fait de la manipulation des paramètres de fréquence de pédalage, donc de vitesse, et de torque, donc de force. Et en gros, ils ont vu que selon la combinaison, t'influençais la force endurance. Et pour du cyclisme sur piste, c'est hyper intéressant. Donc oui, tu peux manipuler, je pense, sur du travail de sprint. Mais en fait, ça dépend quelle est la discipline que tu veux bosser, quoi. Si tu bosses des cyclistes, honnêtement, moi, je ferais quasi jamais de travail de cadence, même du départ arrêté. Pour moi, tu es beaucoup trop éloigné de la spécificité. Après, voilà, tu fais jamais de départ arrêté en cyclisme. En général, tu es sur du lancer. Donc, moi, je vois pas trop d'utilité. Après, sur du cyclisme, peut-être sur piste, j'aurais sûrement un discours un peu différent vu la littérature disponible sur le sujet. Et tu penses pas que justement, les départs arrêtés qui ont quand même une demande en force assez élevée, est-ce que ça suffirait pas pour compenser si quelqu'un fait pas de muscu? Est-ce que ça suffirait pas déjà à avoir un minimum d'effet déjà sur les unités motrices, notamment, tu vois? Ouais, bah si, bien sûr, tu vas toujours avoir un transfert. De toute façon, si tu fais travailler quelqu'un qui a jamais travaillé en départ arrêté et tu lui demandes d'envoyer, tu vas voir que sur le premier mois, il va progresser. Donc forcément, ça va se retranscrire parce que tu es sur le pattern spécifique. Après, c'est enfin, quelle optimisation tu veux faire sur le long terme, c'est mieux que de ne pas faire de muscu. Après, moi, je suis partisan quand même de travailler de manière aspécifique et de laisser la spécificité à la spécificité, quoi. Et tu as commencé à parler du long terme un peu. Comment tu gères avec un coureur qui a fait de la muscu depuis peut-être 4-5 ans? Peut-être que du coup, il a potentialisé déjà la plupart des effets de la muscu. Est-ce qu'il a encore intérêt à y passer 3 séances par semaine tout l'hiver? Ou est-ce que lui, voilà, pour avoir un gain encore supplémentaire, va falloir qu'il s'investisse énormément pour un gain minime et au final, ça vaudra peut-être pas le coup.
Euh, En fait, moi, je vois ça un peu dans l'inverse en général. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment épuisé tout le filon du vélo et que le seul moyen de rebooster un peu la perf, c'est la musculation. Là, c'est un peu l'inverse. Du coup, ils ont épuisé le filon. Moi, je pense réellement que tu peux pas épuiser le filon de la musculation. En général, c'est juste que les athlètes se cantonnent à des protocoles ou des modalités d'entraînement de manière récurrente, régulière. Ils font souvent les mêmes cycles, souvent les mêmes protocoles, la même façon de travailler. Et ça mène forcément à la stagnation. Euh, Perso, déjà, 3 fois par semaine en musculation, enfin, moi, je trouve ça énorme. Je sais pas, j'ai jamais vu un athlète de haut niveau travailler 3 fois par semaine en musculation, ou alors c'est qu'il brasse de l'air. Clairement, à 3 fois par semaine, même les powerlifters, ils s'entraînent 3 fois par semaine et ils progressent. Donc, je vois pas comment un athlète de haut niveau, il peut pas progresser, il peut pas continuer à progresser en musculation en 3 fois par semaine. Moi, personnellement, c'est 2 fois par semaine et je peux dire que le volume est extrêmement bas pour justement garder du temps pour la spécificité qu'est le vélo. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on peut pas épuiser le filon. Il suffit juste pas d'être créatif, mais voilà, d'observer quel est mon profil. Moi, tu vois, avec mon athlète, j'ai fait du profil force-vitesse pour voir un peu où est-ce qu'il se situait. Je dis pas que c'est une science exacte et que forcément, si tu travailles la composante qui manque, tu vas rebooster sa performance, mais ça te donne quand même une idée de ce que déjà il n'a pas fait auparavant. Parce qu'en général, tu le vois très bien sur le profil force-vitesse. Tu lui dis, tu observes le profil force-vitesse, tu vois qu'il est orienté vitesse, et tu observes que sur ses sorties, il est à 100 de cadence. Bon, tu dis, ok, le mec, il a jamais fait de force de sa vie, et ça, c'est facile à voir. Donc là, déjà, tu peux directement orienter vers du contenu de force et essayer d'épuiser ce filon-là. Et puis dès que tu vois que là, ça marche plus, bah, tu changes de modalité. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas, enfin, on peut pas épuiser ça, quoi. Faut juste peut-être changer, se remettre en question, aller voir ailleurs, et puis voilà, quoi. Bon, là, on a beaucoup parlé plutôt de gains de force, mais est-ce que déjà de gains athlétiques, il y a des publics qui montrent que rien qu'à pratiquer, pas la musculation en soi, mais on va dire tout ce qui est renforcement musculaire, on a des gains pour la performance en cyclisme. Tu vois, à la place, là, on parle voilà, de faire des grosses séances, peut-être avec des charges lourdes, etc. Mais est-ce que faire des exos, déjà, de tout ce qui est renforcement sans grosse charge, ça amène des gains sur la performance en cyclisme? Alors, c'est un peu Euh, je te pose un petit peu une colle, tu vois, mais dans ma tête, je me dis de plus en plus que avant d'être un cycliste, il faut être un athlète. Tu vois, il faut être solide, etc. Donc, est-ce que du coup, d'aller pas forcément aller en salle, mais tu vois, faire on va dire du renforcement général, donc du coup de toutes les parties du corps, peut permettre d'avoir des gains euh, sur la partie vélo. alors là, je vais répondre de mon expérience et par rapport à la littérature. La littérature, elle s'intéresse quasi jamais à des protocoles. En général, ils vont tout de suite sur des protocoles de force. C'est très rare quand tu vois des intensités qui sont inférieures à 70%. En général, bah, tout ce qui est poids de corps ou tout ce que tu peux faire, par exemple, chez toi, on le retrouve pas en fait dans les protocoles. Donc, si jamais tu veux vraiment t'inspirer de la littérature, et moi, ce que j'ai tendance quand même pas mal à faire, au final, bah déjà là, t'oublies la basse intensité, quoi. Après, le renforcement général, je suis pas contre. En fait, le problème, c'est que les cyclistes, des fois, ils ont tellement pas d'expérience en musculation que tu leur fais faire 3 circuits de gainage et ils progressent sur le vélo, quoi. Donc, des fois, c'est un peu rageant parce que ça va carrément à l'opposé de ce qu'on nous apprend de manière constante, mais c'est la réalité. Après, je pense qu'à un moment donné, tu vas rapidement épuiser le filon et tu t'aperçois que les gains en termes de force, quand tu vas chercher des intensités qui sont élevées, sont bien plus supérieurs. Donc, ouais, la question, c'est où est-ce qu'on met son focus? Et après, évidemment, il y a de la logistique, il y a des problèmes de, voilà, mon athlète, il n'a pas accès à ça, donc on va essayer de faire ci. Après, t'as toujours des manières. Tout à l'heure, on parlait de la fatigue. Tu peux très bien mener un exercice proche de l'échec, avec une charge qui va être modérée et être capable d'aller recruter les dernières unités. Est-ce que c'est optimisé? Non, pas forcément, parce que tu vas passer à côté de qualités comme la montée de force, le RFD, appelle ça comme tu veux. Et du coup, ça, c'est des qualités qui sont indispensables pour le vélo. Mais tu peux quand même travailler une composante de force sur quelque chose ouais, d'assez général, quoi. Donc tu peux t'en sortir, hein. Et puis, enfin, moi, personnellement, par exemple, quand c'était le Covid et que je devais entraîner mon athlète, j'ai fait plein de variantes d'ISO très longue durée, vraiment des exercices bah, qui sont théoriquement pas orientés force, mais bon, quand tu comprends un peu
la fatigue musculaire, le recrutement des unités motrices, tu te dis que tu peux quand même aller chercher des gains. Et puis ça s'est, j'imagine, un peu transféré. Après, tu sais jamais si ça se transfère vraiment, mais oui, tu peux. Et moi, je suis partisan quand même de renforcer la personne au global et d'en faire un athlète, comme tu dis, quoi. Et du coup, j'ai une autre question qui continue dans ce que tu viens de dire. En termes de planification, je vois avec Rémi, on a des coureurs qui sont pros et quand ils enchaînent les courses, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller à la salle de musculation sur une longue période, ou est-ce que s'ils rentrent seulement chez eux que 2-3 jours, je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément la motivation d'aller à la salle, ils ont peut-être envie de profiter de la famille, etc. Donc comment tu fais? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'une séance sans poids de corps peut permettre d'entretenir, tu vois, ces petites questions de se dire, bon ben voilà, le mec il va à la salle, il va à la salle 3 fois par semaine, il se fait ça pendant un mois, il part 15 jours en stage ou 15 jours en compétition. Les gains, il peut les avoir vite perdus. Et du coup, est-ce qu'il repart de zéro ou est-ce qu'il y a des petites solutions, des petites astuces pour permettre d'éviter ces pertes et de garder un maximum ce qu'il a acquis sur la période précédente? Bon, ça, on y a tous fait face, hein. Moi, j'y ai fait face. Après, moi, comme je disais, j'ai une logique d'entraînement qui est très bas volume, même en hors saison. L'athlète avec qui je travaille, il faisait que 2 séances par semaine, qui étaient relativement intenses, mais je pense que 3, c'est pas nécessaire. Après, c'est un point de vue. Et après, en saison, ça c'est juste pour donner un peu de contexte, mais en saison, je diminue un max le volume. Il est toujours à 2 fois par semaine, mais je diminue quand même pas mal le volume pour qu'il garde sur le vélo. Et moi, j'ai jamais quasi eu le moment où mon athlète il n'avait pas accès à une salle. Donc, en général, il arrive quand même à caler une séance et une séance, ça suffit pour maintenir les gains sans problème. Après, si vraiment il n'a pas de nécessité, pareil, je retourne sur des variantes qu'on avait déjà utilisées en hors saison avec des ISO qui sont longs. Ou alors, des modalités d'entraînement qui me permettent d'aller chercher des intensités qui sont hyper élevées, mais aussi à poids de corps. Et ça, on en avait déjà parlé avec Mathieu, mais j'utilise pas mal l'overcoming ISO. Donc, c'est une modalité d'entraînement, euh, un isométrie qui est. Comment l'expliquer? C'est un isométrie, mais qui n'est pas utilisé de la façon dont on l'utilise en salle de musculation. En gros, il y a 2 types d'isométrie. Il y a l'isométrie overcoming, c'est-à-dire qu'on va essayer de surpasser une charge. Imagine que tu sois dans une cage de musculation, que tu aies les 2 barres sur les côtés dans la cage, que tu aies une barre et que tu pousses en direction de la cage. Donc là, en gros, tu essaies de surpasser une charge, tu essaies en gros de décoller de la cage, ce qui ne va jamais arriver théoriquement. Donc là, en gros, tu es en position d'isométrie, mais overcoming, c'est-à-dire que tu essaies de surpasser. Et à l'inverse, l'isométrie, comme on l'entend en règle générale, c'est, par exemple, l'exemple de la chaise, c'est un isométrie yielding, c'est-à-dire que tu vas avoir une charge qui sera sur ton dos, par exemple une barre à 100 kg, et on va te dire, OK, résiste à l'affaissement qui va arriver à un moment donné, quoi. Et donc là, tu résistes. Et ces 2 types d'isométrie qui sont différents, mais d'un point de vue nerveux, il paraît que sur l'overcoming, tu peux vraiment garder une composante nerveuse importante. Et là, ça ouvre pas mal de possibilités parce que tu te dis, bah, au final, j'ai juste à trouver vite fait un setup qui me permet en gros de le fixer à un angle assez spécifique au niveau de la cuisse, donc en position de chaise. Et je lui dis de développer un maximum de force dans un laps de temps court. Comme ça, en plus, j'ai l'avantage du RFD. Et je suis sur un overcoming ISO, sachant que c'est une intention qui est maximale. Je suis sur un recrutement qui est à 100% au niveau unité motrice. Et donc ça, on peut le faire partout. Tu as juste à, je sais pas, tu peux avoir une barre, attacher une sangle sous les pieds et tirer en soulevé de terre. Et ça, il y avait des papiers qui avaient été faits sur l'overcoming ISO pour les cyclistes. Et en gros, tu as une sollicitation qui est maximale et tu as un gain qui est, t'as un gain qui est bien. Et si tu veux vraiment garder des qualités, si par exemple tu sais que ton athlète il est en stage pendant une semaine et qu'il va avoir un volume d'entraînement, tu peux pas lui permettre de rajouter énormément, bah, tu lui rajoutes quelques stimulations, peut-être 2 séries, 5 à 10 secondes. Tu n'as même pas besoin d'en faire énormément, hein. Ouais, peut-être 3 séries, 2 fois par semaine et terminé. Et t'as pas besoin de matériel. Et puis t'as un gros intérêt sur la composante de force, quoi. Mm. Ouais, bah, moi, je suis fan, hein, de l'overcoming. J'en fais pas mal, je trouve ça vraiment trop bien. Et tu t'as parlé aussi d'iso long. Est-ce que tu fais aussi du coup du plutôt type yielding, enfin plutôt du coup un isométrique plus classique aussi? Ouais, alors quand je fais de l'ISO type yielding, en général c'est de l'ISO longue durée, donc j'essaie de charger. Si par exemple il n'a pas de matériel, on a souvent soit une haltère ou même
même tu peux y aller au sac à dos, hein, y a pas de problème. Là, après, moi, ça, c'est genre de modalité que j'utilise, mais plus d'un côté prévention, plus vraiment pour optimiser un peu l'interface muscle-tendon. C'est encore un autre domaine, mais en général, le yielding, il est vraiment bien pour amener un peu de compliance au niveau du muscle et du tendon. Et chez les cyclistes, je trouve ça intéressant de contraster un peu cet effort overcoming en mode RFD, vraiment grande composante de force, travailler le peak torque, cette capacité à appuyer dans la pédale en début de sprint par exemple, avec peut-être un yielding où là je vais travailler plus sur la santé au niveau tendineux, musculaire, etc. Donc ouais, c'est des modalités que je contraste. Si vraiment il y avait un choix à faire, par exemple en hors saison, moi je commence par yielding pour progresser plus vers de l'overcoming. Parce que yielding, en fait, si tu comprends le fait que tu cèdes à une charge, en fait, c'est un isométrie qui est orienté excentrique. Et l'overcoming, quand tu pousses, bah, c'est un isométrie qui est orienté concentrique. Et si jamais tu es dans une saison, c'est plus intéressant de commencer enfin, hors saison, de commencer par du yielding qui a une grosse composante nerveuse qui va quand même solliciter pas mal, à de l'overcoming. Et en saison, maintenir sur de l'overcoming, c'est vraiment intéressant. En plus, bah, quand t'as pas de charge ou quand t'as pas de salle de muscu, c'est quand même une bonne alternative pour travailler les qualités du coureur, quoi. Ouais, grave. Et comment, après, tu individualises l'entraînement en muscu? Est-ce que du coup, tu regardes le passif du coureur, son profil, ses objectifs? Comment ça s'individualise l'entraînement en muscu? Ouais. Alors déjà, je regarde le passé. En général, ça te dicte qu'est-ce qu'il a fait comme protocole. Euh, Souvent, quand tu vas voir un entraîneur, déjà, s'il fait appel à toi, c'est qu'en général, il a épuisé le filon. Donc là, tu regardes, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui ne marche plus maintenant? Donc là, tu vois, OK, il a orienté énormément concentrique, il a fait des trucs qu'on voit de manière régulière. Et moi, déjà, je sors de ça. Si vraiment ils ont épuisé, je vois pas pourquoi j'irais continuer là-dedans. Et ensuite, moi, je teste. J'ai testé quand même. Donc, je teste le profil force-vitesse. Je teste vraiment plein de trucs. Moi, mon idée, c'est d'avoir un maximum de data, de récolter tout ce que je peux, même de lui faire du sprint, de regarder ses cadences. Moi, j'ai regardé ses cadences de course, par exemple. J'ai regardé les cadences de cours, j'ai regardé plein de choses pour vraiment me donner une idée globale de ce que je dois travailler. Et après, il y a plein de trucs qui s'entrecroisent. Ok, il est orienté vitesse quand je lui fais faire un profil force-vitesse sur le squat. Il a aucun squat jump. Il n'a pas de CMJ, donc il n'a pas de rigidité au niveau tendineux. Et puis sur ses courses, il a une cadence élevée, donc potentiellement il n'a pas de force. Je vais orienter sur la force. Moi, ça, c'est mon test. Et après, j'essaie de réitérer les tests de manière assez régulière. Et puis, il n'y a pas besoin d'être. Voilà, moi, je le fonds dans l'entraînement. C'est mon point de vue par rapport à ça. Je fonds le test dans l'entraînement. Et je dis, voilà, sur ta troisième série, là, tu vas me faire un squat jump lesté et tu m'envoies la vidéo. Et moi, derrière, je recalcule la puissance développée. Je regarde ton profil force-vitesse. On regarde si on a progressé. Encore une fois, je ne sais pas s'il va y avoir un transfert. Je ne sais pas si optimiser les paramètres de force et de vitesse, c'est une science exacte. En tout cas, moi, ça me donne un guide. Et si dans l'entraînement, ça progresse, bah, j'estime que ça va se transférer dans le vélo. On n'est jamais sûr, mais c'est le mieux. Après, en termes de planification, alors là, je vais peut-être en faire rager, je vais peut-être en énerver quelques-uns. J'ai arrêté d'utiliser les programmations, j'ai arrêté d'utiliser le type du Foster, j'ai arrêté d'utiliser les indices de monotonie, j'ai arrêté d'utiliser la CWR. Tous les indicateurs de charge, pour moi, ça remplacera jamais le fait d'avoir une progression qui est logique et bien faite. Donc, si l'entraîneur s'occupe bien de l'énergétique, et moi j'ai toujours une vision sur ce qu'il fait sur le vélo, et si moi ma progression elle suit son cours, je vois pas pourquoi il y aura un problème dans la charge d'entraînement. Je planifie les périodes de repos, on planifie les périodes de repos, je sais quand il doit avoir son picking, je sais quand faire son taper sur les échéances qui sont clés. La dynamique de charge est énormément remise en question, et pour moi la planification est purement surfaite. Après, évidemment, s'il a plein de grosses échéances, tu vas avoir un calendrier global et une vision globale. Tu vas savoir la dynamique de charge. Tu vas dire, OK, dans un mois, il va avoir ça. Du coup, bah, J-4 semaines, il faut que je fasse ça. Et J-14 jours, il faut que je commence le taper. Je suis hyper dynamique. J'ai pas du tout. Je demande beaucoup de feedback. Donc, il me dit, ouais, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est mal passé. Ouais, je sens un truc bizarre.
et moi, je réajuste au fil du temps et j'ai arrêté complètement les planifications. Et pour la... Ouais, je finis juste. Pour la dynamique de charge, j'augmente et après, je regarde au fil du temps, quoi. Et par rapport à cette planification, enfin quand j'étais à Besançon, nous on entendait parler parfois d'effets cumulés en musculation. J'ai retrouvé ça aussi dans les livres de Cometti. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité et qu'est-ce que tu peux en dire et qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, mon problème des effets cumulés, c'est que ça, c'est tiré de l'idée de la surcompensation. C'est-à-dire que tu vas induire une grosse intensité, puis après tu vas avoir un temps de latence avant ta surcompensation. La surcompensation, elle a été remise un peu en question par notamment le paradigme du fitness fatigue, parce que c'est ça, au final, t'as pas un effet différé. C'est-à-dire que ton pic de forme, il est aussi à ton pic où tu as la plus grande fatigue. Et du coup, ça a été remis pas mal en question. Et moi, j'ai arrêté. En fait, pour moi, ce qui dicte, c'est le subjectif de l'athlète. Est-ce qu'il se sent bien et est-ce que sur les pédales, ça avance bien? Après, ça, c'est des indicateurs qui sont objectifs. C'est ce qui t'aide à planifier. Tu dis, oh, bah là, là, j'ai quand même dissipé un peu la fatigue. Il va avoir un boost de forme. Mais ce qui dicte la performance, c'est ce qui se passe sur le vélo et le psychique de l'athlète, quoi. C'est comment il se sent sur le vélo. Et moi, du coup, j'ai arrêté de réfléchir par rapport à ça. J'ai arrêté de me dire, OK, là, je vais induire une fatigue. Je le sais, en fait. Suivant les modalités, je sais perso qu'avec mon athlète, si je lui fais faire du yielding, il va avoir potentiellement plus de temps pour récupérer. Il va être cramé. Alors que si je lui fais de l'overcoming, le lendemain, il peut aller pousser PMA. Donc après, ça, moi, je le sais, tu vois. Et le problème, c'est que des indicateurs qui sont génériques comme ça, en mode, bah, tu as les effets cumulés et tout, mais objectivement, comment tu l'utilises? En fait, c'est ok, d'accord, mais comment tu l'utilises? Donc moi, je préfère être hyper dynamique et ouais, je me suis un peu séparé de cette idée, quoi. Et tu parles justement un peu de récupération après les séances. Quand est-ce qu'on peut faire de la PMA après une séance de musculation? Là aussi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce qu'après une séance de force maximale, par exemple, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que le lendemain, on peut faire une séance de PMA? Est-ce qu'il faut attendre 4 jours après de l'excentrique, après du pliométrique? Enfin, est-ce que tu as des petites astuces comme ça pour qu'au quotidien, on arrive à gérer un peu la planification entre le vélo et la musculation? Alors ça, c'est un gros débat. En gros, bah, quand tu t'intéresses par exemple à l'entraînement simultané, donc le concurrent training, c'est-à-dire vraiment essayer de combiner les modalités de musculation et de vélo, en fait, tu as un peu différentes écoles. Moi, perso, je suis de l'école de une grosse stimulation qui est, en gros, c'est essayer de matcher, que ce soit souvent c'est en dissocié, c'est-à-dire moi, il s'entraîne le matin et l'après-midi quand il fait de la musculation. Et on a tendance, en tout cas c'est ce qu'on a fait en hors saison, moi je préfère matcher les deux stimuli, c'est-à-dire que s'il fait vraiment de la haute intensité l'après-midi, eh ben, je vais matcher avec le matin sur de la haute intensité. Ça peut paraître contre-productif en se disant, bah ouais, mais il vaut mieux peut-être laisser un peu de temps. Mais en fait, si tu veux, si vraiment tu veux avoir un gros stimuli et avoir un transfert, même l'après-midi en gros, c'est plus intéressant de faire des blocs, c'est-à-dire, voilà, le mardi, le matin, il va faire de la force max, l'après-midi, il va faire sa PMA ou son anaérobie lactique, peu importe, et vraiment matcher les deux stimuli. En général, je fais ça et après, on laisse à minima 48 heures, 72 heures. Après, pareil, ça dépend aussi du volume d'entraînement. Moi, des fois, quand je vois que la progression est bonne, sur 3 séries par séance sur le squat ou peu importe, je vois pas pourquoi j'irais chercher 4 séries, 5 séries, faire du 5 x 5 ou aller le cramer après sur le vélo, il va être mort. Je vois pas l'intérêt. Donc des fois, je reste à 3 séries, la dose minimale effective qui lui permet de progresser. Et au final, ça crée pas une fatigue qui est dérisoire. C'est-à-dire que le lendemain, il va pas se retrouver avec des courbatures de malade et il va plus pouvoir appuyer sur le vélo. Donc au final, la façon dont tu distribues le volume sur la semaine aussi va dicter la récupération. Je suis persuadé, après, je ne sais pas parce que ça sert probablement à rien, mais que tu peux faire de la musculation tous les jours et récupérer tous les jours. En fait, ça va vraiment dépendre du volume que tu veux envoyer, quoi. Mm. Et justement, moi, je me pose la question d'intensité. Est-ce que, du coup, tu pousses l'athlète à l'échec sur peut-être une dernière série? Ou ça reste que pas sous maximal, mais ça reste voilà, peut-être une répétition en réserve, une ou deux répétitions en réserve à chaque fois?
Si vraiment j'axe sur la force, en général, je laisse de la réserve. Je laisse de la réserve parce que le gain que tu vas avoir à aller sur l'échec, il va être tellement minime. Ouais, je préfère jouer un peu avec ça. Et c'est difficile des fois parce que bah, en tant que professionnel, tu as envie de pousser, quoi. Tu envie de pousser jusqu'à l'échec parce que tu te dis que le gain, il est sur la dernière répétition, alors que le gain n'y est pas, clairement pas. Et je préfère accumuler de la qualité sur un nombre de séries plus importante au pire, plutôt que d'aller sur l'échec. Après, encore une fois, ça dépend. Récemment, j'ai travaillé un peu sur la dernière série. Par contre, moi, c'est dernière série de l'exercice pousser et faire un MRAP ou vraiment aller chercher pour voir un petit peu le nombre de reps qu'il est capable de sortir. Et puis en plus, moi, ça me donne un indicateur sur si le 1RM il est, il a explosé ou pas. Donc, si vraiment le but c'est de la force max, en général, on a quand même un bloc, sauf si c'est hors saison, on a quand même un bloc qui est orienté haute intensité sur le vélo. Donc, je préfère garder de la réserve. Une rep, deux reps. Et par rapport à ce que tu dis, enfin déjà, je trouve ça assez original, ton approche est intéressant de mixer PMA et notamment de mettre de la PMA, par exemple, l'après-midi après une musculation. Enfin, c'est quelque chose que j'avais pas trop entendu, mais c'est assez original. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, et d'après ce que tu dis, multiplier le nombre de séances de musculation dans la semaine? Par exemple, un coureur qui a une salle de musculation, enfin des appareils de musculation chez lui, et avoir des toutes petites sollicitations 3 fois dans la semaine, mais qui vont pas forcément laisser de traces. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux se contenter d'une ou 2 grosses séances, dans la semaine, mais qui là vont laisser plus de traces? Alors ça, c'est une question que j'aimerais bien pouvoir répondre. Ça va être compliqué. J'ai jamais vu. Alors, si tu veux mon avis, moi, je viens aussi d'autres pratiques et je connais l'importance de la haute fréquence d'entraînement dans les gains de force. Il y a plein de protocoles, mais là, ça va plus être orienté sur la musculation vraiment ou la préparation physique ou vraiment l'entraînement de pattern bien généralisé et pas forcément pour quelqu'un qui va faire de l'énergétique et du vélo derrière. Mais il y a vraiment un intérêt de multiplier la fréquence de stimulation dans la semaine, mais de répartir le volume justement pour que ça te permette de faire cette fréquence-là. Parce que tu ne peux pas faire 12 séries par séance tous les jours. C'est pas possible. Par contre, si au lieu de faire 2 séances où tu vas avoir 10 séries au total réparties sur tes 2 séances et que du coup tu recoupes ce volume-là et que tu le mets chaque jour et que tu fais des micro-stimulations, euh, d'un point de vue nerveux, tu vas potentiellement mieux récupérer parce que la sollicitation, elle sera moins intense sur chaque séance. Alors, par contre, je suis quasi certain que tu vas avoir un temps d'adaptation. Au début, tu vas te sentir un peu cramé, mais potentiellement, après, tu vas être adapté et ce sera bien. Après, encore une fois, il y a une question logistique. Tu peux pas faire ça avec tous les athlètes. Mais compte tenu de la littérature, et il y avait Brad Schoenfeld, je crois, qui avait fait un truc sur le high frequency training, et même pour les gains, je crois que c'était gains hypertrophie et gains de force, mais ils avaient vu que oui, ça pouvait être supérieur de faire un entraînement haute fréquence, quoi, de manière très régulière. Et dans ce cas-là, enfin, je reviens un peu sur la PPG. Tu avais déjà un peu répondu à ma question en proposant des exercices spécifiques axés aussi sur le bas du corps. Mais dans ce cas-là, pour des gens qui n'ont pas un accès facile à une salle ou qui n'ont pas beaucoup de temps, donc tu pourrais préconiser de multiplier, en tout cas d'avoir les 2 séances au minimum de prépa physique dans la semaine, mais avec des exercices, par exemple, on pourrait imaginer de la pliométrie, donc si j'ai bien compris, de l'isométrique, etc. C'est quelque chose pour toi qui serait peut-être beaucoup plus efficace que de rester cantonné au haut du corps ou au gainage. Donc ça, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que tu as dit et je voulais juste une confirmation par rapport à ça. Ouais, bien sûr, absolument. Moi, je considère qu'on compose avec ce que l'athlète a. S'il n'a pas accès à une salle de musculation, voilà, on va pas en faire d'état. Par contre, on peut optimiser. Tu peux utiliser de l'isométrie longue durée. Tu peux utiliser de la plio. Voilà, bon, la plio, ça va pas être les mêmes. En fait, pour moi, la plio, c'est encore quelque chose de plus. C'est différent, même si au niveau des adaptations, au niveau des tissus, c'est quand même quelque chose de différent. C'est pas forcément ce que je recherche quand je vais chercher de la musculation très lourde, mais ça améliore la performance. Ça, c'est clair et net. Et donc, oui, c'est facile à mettre en place. T'as pas besoin d'énormément de matériel. Et donc, si vraiment il y a du renforcement de la préparation physique à faire, c'est des alternatives que j'utiliserai, c'est sûr.
tout à l'heure, tu as dit que toi, tu avais mis de côté toutes les métriques pour évaluer, on va dire, le suivi de la forme. Mais comment tu fais pour quantifier si une séance pour toi est, comme Rémi disait à l'instant, si une séance est facile ou dure? Comment tu fais pour quantifier? Parce que moi, du coup, tu vois, je ne suis pas du tout du domaine de la musculation. Comment je peux me dire, tiens, je programme cette séance pour l'athlète, ok, on bosse à 30% de son RM, mais est-ce qu'au final, elle va être intense ou peu intense? Tu vois, comment on peut avoir ces indicateurs-là pour essayer d'évaluer en se disant, bon voilà, là c'est une grosse semaine, on peut mettre des grosses séances muscu, ou au contraire, là il a des grosses séances sur le vélo, peut-être compensées par des séances plus light en musculation, tout en entretenant les gains. Et tu vois, comment tu fais pour quantifier tout ça? Bah, moi, comme je le disais, mon premier indicateur, et ce sera toujours le même, ça va être le feedback. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut être constamment sur du feedback, mais c'est quand même la réalité, quoi. Et après, moi, de toute façon, la façon dont j'organise, c'est toujours par rapport à ce que j'ai fait récemment. C'est ce que j'ai fait la séance d'avant. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui varie énormément. Je trouve pas d'intérêt à varier, amener beaucoup de variété. Pour moi, la variété, c'est la complexité et la simplicité l'emporte sur la complexité. Donc, je préfère rester sur des patterns qui sont globaux ou un entraînement qui est spécifique à une qualité que je veux développer et je progresse à partir de là. Si sur cette séance-là, il m'a fait un feedback en me disant ouais, là c'est trop, je peux pas sur le vélo, j'en chie, et bah je vais réajuster, soit je vais diminuer le volume, soit je vais dire à l'entraîneur de baisser la charge sur le vélo, peu importe. Mais en gros, moi j'ai vraiment la psychologie et le feedback de l'athlète et l'objectif, c'est-à-dire mon programme d'entraînement et la séance précédente. Il n'y a que ça qui compte en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai réduit un max ma marge, c'est-à-dire je me concentre sur une semaine, je me concentre sur quelques jours, et je me concentre plus sur le mois, je me concentre plus sur les 6 mois et ce qui va se passer. Vraiment, c'est maintenant, comment tu te sens, quels sont tes perfs, est-ce que ça bouge vite, et je lui demande des feedbacks comme ça, et j'enrichis, et c'est par la donnée, qu'elle soit subjective ou objective, où derrière, je suis capable de réajuster la charge, en fait. Et, Alors, excuse-moi Mathieu, hein, mais j'ai encore une dernière question. C'est par rapport à la notion de transfert. Alors souvent dans le vélo, on entend ah ben j'ai fait de la musculation, je vais transférer sur le vélo. Alors personnellement, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je voulais savoir si vraiment il existait un intérêt à aller vers des exercices de vélo directement après la musculation pour soi-disant transférer quelque chose ou transférer la force sur le vélo. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle et qu'est-ce que tu en dis? Alors, le transfert des qualités physiques sur la discipline ou sur un pattern spécifique, bah, c'est le principe même de la spécificité, quoi. C'est comment une demande spécifique, est-ce qu'elle sera transférée sur le vélo? Alors, déjà de base, la littérature, elle nous dit qu'il y a des corrélats qui sont directs entre les productions de puissance et des indicateurs comme le squat jump, comme le profil force-vitesse sur le squat. Donc déjà, tu peux dire, bon, ok, s'il y a des corrélats entre les deux, alors ça ne veut pas dire que l'un permet l'autre, mais ça veut dire que potentiellement, celui qui est très très puissant sur le vélo, il sera aussi très puissant en squat jump, en squat classique, ce qui est quand même un pattern qui est différent. Moi, le principe de spécificité ou de correspondance dynamique, il y en a plein qui appellent ça différemment. Moi, c'est pas un débat que j'aime parce qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille des qualités qui sont indépendantes. Je travaille le recrutement musculaire, je travaille un pattern de poussée au sol, donc il y a quand même une certaine spécificité dans la cinématique de la personne. Mais je recherche pas, en fait, je recherche pas le visuel, je recherche pas, voilà, je veux exactement le même pattern, je veux exactement la même flexion de genou, je veux exactement ça. Il y a un temps pour ça, mais je trouve que pour un athlète qui veut tirer un maximum de bénéfices, il faut aller faut pas se préoccuper de la spécificité en fait. C'est qu'est-ce que tu veux travailler? Moi, je veux travailler le recrutement musculaire. Je veux travailler la coordination intramusculaire, c'est-à-dire la capacité à recruter. Et après, tout ce qui est coordination intermusculaire, est-ce qu'il va y avoir? Ça, c'est des débats. Personnellement, moi, j'ai pas envie de les avoir. La littérature, elle est assez unanime sur la musculation. Surtout qu'en vélo, tu es quand même sur un pattern qui est relativement fermé, c'est-à-dire c'est une habilité fermée, c'est-à-dire que c'est pas une habilité ouverte, c'est-à-dire que tu n'as pas trop d'interaction par rapport à l'environnement, tu vas pas trop changer. En général,
c'est relativement similaire. Donc moi, la cinématique, honnêtement, et la similitude en termes de mouvement, et est-ce que ça va se transférer sur la pratique, parce que moi, c'est des débats que j'ai pas. Alors, je les ai quand il s'agit de parler by fit. Oui, il y a un intérêt peut-être à changer certains aspects pour optimiser la production de puissance, etc. Mais ça, c'est encore d'autres débats. Mais quand il s'agit vraiment de parler spécificité et transfert des habilités, moi, je me prends pas la tête. C'est la musculation, ça n'a rien à voir avec le vélo. Par contre, ça aide au vélo. Ouais. Je pense Rémi, il se posait aussi la question de est-ce que ça vaut le coup de faire, que c'est quelque chose qu'on voit voilà, sur les cyclistes que je connais beaucoup, enfin, voilà, que j'ai déjà lu aussi, de faire de la muscu et après directement enchaîner tout de suite avec du vélo pour que ça se transfère parce que sinon le transfert il se fait pas et ça fonctionne pas, tu vois. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. Pas dans le cas du vélo, en tout cas. Enfin, pour moi, oui, c'est en gros, on appelle ça de l'associé, je crois. Enfin, de l'entraînement associé. En gros, tu fais ta séance de musculation et juste derrière, tu vas faire ton vélo. Parce sinon, il n'y aura pas de transfert, hein. Je vois pas, en fait. Je vois pas la logique. Comme s'il y avait un délai, genre une fenêtre anabolique du transfert des habilités. Genre, non, ça n'existe pas, en fait. Tu travailles des qualités qui vont se fondre. À la limite, moi, tout à l'heure, je disais que je travaillais en dissocié dans la journée, mais je travaille juste pour avoir une stimulation qui est similaire. Je travaille pas pour avoir un pattern qui est similaire. C'est la stimulation qui m'intéresse. Donc, au final, non, pour moi, surtout dans le cas du vélo, on est sur quelque chose d'hyper fermé, quoi. C'est poussé sur des pédales, c'est de la puissance. Enfin, il n'y a pas plus. Qui va nous dire et qui va nous dire oui, il y a un intérêt d'optimiser la coordination inter-intra. Honnêtement, enfin, le vélo, pour moi, c'est de la puissance, quoi. C'est de la force, de la vitesse. Si tu travailles de la force dans une salle, pourquoi ça se transférerait pas, quoi? Et je vois pas pourquoi on irait tout de suite chercher de la pratique juste derrière pour faire le transfert. Ouais, et surtout la coordination, tu la travailles sur des hautes cadences. Voilà, quand le coureur n'arrive plus à suivre les pédales, ça peut être un manque de coordination. Et du coup, lui faire travailler ça sur des séances, sur des petits blocs spécifiques de très haute cadence, ça aide à la coordination. Et je vois pas où est l'intérêt. C'est pas parce que tu vas faire des squats que tu améliores ta coordination sur la cadence de pédalage, quoi. Et si tu fais pas de transfert, ça va rien changer. Ouais, moi je suis d'accord. Après, ça, c'est en fait ces débats-là de l'associé, dissocié, intégré, tout ça, c'est aussi des notions qui sont tirées des sports co en général. Et du coup, quand tu commences à transférer des notions de sport qui sont un peu différents avec le vélo, et comme je le disais, c'est quand même un pattern qui est assez fermé. Au final, je suis pas sûr que ce soit hyper. Puis ça, c'est des notions. Oui, Je puis pourrais dire. c'est aussi c'est aussi des croyances qui datent depuis plusieurs années. On avait tendance à dire qu'il ne faut pas faire de musculation parce que ça te fait prendre du poids, les risques de blessures, etc. Même avant, chez les jeunes, il ne faut pas aborder la musculation, etc. Alors que déjà, sur tous les aspects ludiques et techniques, rien qu'à faire un squat avec un manche de balai, pour un jeune, il va apprendre la technique, ça ne va pas le blesser. Alors que tu t'aurais dit ça il y a 5-10 ans, tu aurais dit oh, un squat à un jeune de 10-11 ans, bah, ça ne sert à rien. Mais au final, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de gains à aller chercher qui peuvent être super intéressants. Et aussi, il faut que les mentalités évoluent pour qu'on s'oriente vers ça. Et aussi qu'il y ait des coachs qui sont bien spécifiques à la discipline. Si c'est pour aller en salle de sport, voilà, le mec, il est bon pour donner des cours de, on va dire, voilà, des cours de Zumba, etc. Est-ce qu'il est derrière capable de te conseiller sur quel programme mettre en place pour te faire gagner en force? Il y a ça aussi à prendre, l'aspect technique et quoi faire, quoi. Ouais, et juste à ce propos-là, mais faut bien se rappeler que la préparation physique, et pas trop la musculation, mais la préparation physique, c'est un outil. Un outil qui te permet de t'améliorer sur le vélo. Donc, c'est pas la finalité. La finalité, c'est ce qui va se passer sur le vélo. C'est pour ça que je suis un grand fan du feedback et de voir les données objectives ou subjectives. C'est vraiment comment tu te sens sur le vélo. Moi, la musculation, c'est un outil. C'est pas 2 fois par semaine que tu vas doubler de volume. T'inquiète pas. Vu la quantité de volume qu'en général les cyclistes font, la dernière préoccupation qu'ils devraient avoir, c'est de se dire je vais prendre 1 kilo, quoi. Et potentiellement, des fois, le 1 kilo, il peut être utile. Donc, je pense que c'est vraiment des débats où
il n'y a même pas besoin de les avoir, quoi. Tu fais de la musculation, l'après-midi, tu vas faire 5 heures de vélo. Enfin, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, quoi? Tu vas sûrement être en déficit à la fin de la journée d'un point de vue énergétique. Enfin, en fait, non. Juste se dire, voilà, la préparation physique, c'est un outil qui te permet d'améliorer la performance. Et ça doit rester un outil, ça doit pas être la finalité. Bah, du coup, je vais relancer sur les interférences. C'est vrai qu'on a eu cette hypothèse que j'ai cru un moment aussi, hein, tu sais, à MPK, mTOR, tout ça. Et puis au final, on se rend compte que c'est qu'une histoire de déficit énergétique, quoi. C'est aussi simple que ça. Et puis à la fin, bah, si tu es en déficit énergétique, bah, il n'y aura pas d'hypertrophie parce que bah, voilà, c'est comme ça, il n'y aura pas d'énergie qui sera disposée à ça, quoi. Et au final, l'interférence d'adaptation, force, endurance, pour moi, elle n'a pas tellement lieu, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était une question. Non, je sais pas si c'était une question ou pas, mais c'était. En Ouais, tout cas, j'ai bah, eu vas-y, Maxime. Non, Vas-y. mais aussi, faut aussi prendre en compte que là, il y a énormément de publications scientifiques qui sortent. Et aussi, il faut se dire qu'il y a 20 ans, ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui. Et mettre des publications et avoir des gains, ils restaient sur des valeurs qu'on maîtrisait. Et voilà, ils n'avaient pas ces outils-là. Alors qu'aujourd'hui, tous les cyclistes, on peut avoir capteur de puissance, on peut avoir les MOXIE, on peut faire la VO2 en extérieur. Alors qu'il y a 10-15 ans, on ne pouvait pas se permettre. Donc, du coup, ils se sont peut-être enfermés, pas de leur faute, mais dans des croyances ou des convictions parce qu'ils n'étaient pas capables de mesurer peut-être sur le terrain certains gains, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a pléthore d'outils qui sont accessibles, qu'on peut avoir chez soi, qu'on peut avoir en salle de musculation. Et donc, du coup, les mentalités ou plutôt la vision de la musculation évolue, et ce qui est très intéressant. Moi, je me posais aussi une question pour les jeunes. Pour toi, Rémi, à partir de quand il faudrait commencer la musculation? Euh, je vais revenir vite fait sur les interférences là et les outils. Parce que Maxime il disait on avait plein d'outils disponibles et moi les interférences c'est quelque chose, je m'y intéresse plus trop. Mais on avait quand même pas mal de littérature et pour moi, juste pour faire un petit peu la parenthèse, je considère que l'énergétique, et donc vraiment bioénergétique et biomécanique, c'est-à-dire vraiment puissance, force, vitesse, et énergétique, c'est glycolyse, tous les systèmes, ce que tu veux, pour moi, c'est quelque chose qui sont liés. En gros, l'énergétique, c'est le véhicule et la biomécanique, c'est ce qui fait le reste. Mais il y a plus besoin de faire d'amener trop de complexité dans les cascades cellulaires, qu'est-ce qui se passe à MPK, mTOR, la calmoduline et tout ça. Pour moi, en fait, c'est des débats que tu n'as pas à avoir. Et récemment, j'avais vu un papier sur l'utilisation de l'oxymétrie et de l'EMG sur de la musculation. Et en fait, ce que tu observes, c'est que plus la demande de recrutement est élevée, donc loi d'Henman, plus tu augmentes l'intensité, plus tu désatures au niveau musculaire. Et au final, tu sais pas euh, quel paramètre influence l'autre. Est-ce que c'est parce que tu désatures que tu recrutes plus ou est-ce que c'est parce que tu recrutes plus que tu désatures? Donc au final, pour moi, l'énergétique, la biomécanique, c'est deux choses qui sont liées. On commence à dire, ouais, il faut optimiser, machin et tout, mais au final, quand tu vas faire ton épreuve ou peu importe la discipline que tu fais, tu sais très bien qu'il va y avoir un mix. Tu sais très bien que quand tu vas être sur le haut de ta pédale, que tu vas être en mode Pictor, que tu vas être en mTOR, et que quand tu vas faire ton repos sur 20 minutes dans le paquet, tu vas être en mode CA2+, MPK. Enfin bref, moi, juste, c'était pour revenir là-dessus, mais je me suis séparé un peu de ça, et du coup, en tout cas, ça dicte plus ma manière de planifier. Donc là, je change pour les jeunes. Bah ça a été pas mal remis en cause, hein. À l'époque, on disait, ouais, fais pas ça, tu vas te briser en deux. Et maintenant, au final, on dit, bah, tu peux très bien commencer à partir de, je sais pas, moi je dirais 8-10 ans, honnêtement. Là, ça va peut-être paraître un peu dingue, mais comme Maxime le disait tout à l'heure, tu peux très bien commencer à introduire un peu, peut-être des patterns, ou introduire même des charges légères, quoi, juste pour qu'ils se familiarisent avec une coordination différente, euh, qui travaillent sur des amplitudes qui sont différentes, voilà, qui sortent un peu de la spécificité, parce qu'il faut aussi enrichir le répertoire gestuel quand tu es jeune. Faut pas être à full dans ta discipline. Donc ouais, enrichir, et voilà, la musculation, la préparation physique, c'est pas que des charges lourdes à 90%, c'est aussi de l'apprentissage d'un pattern et puis se familiariser avec du mouvement, quoi. Surtout qu'on dit qu'on devient expert à partir de 10 000 heures d'entraînement. Donc, si tu attaques la musculation qu'à 18 ans,
avant de maîtriser, ça veut dire qu'il va falloir qu'il passe des heures en salle. Alors que voilà, si à 10-12 ans en école de vélo, tu te dis l'hiver, bah, voilà, tu peux aborder des thématiques en faisant des jeux ludiques, etc. Et ça peut leur apporter des gains et sans forcément dénaturer et entendre, comme on entend depuis des années, les casser en deux. C'est pas le but, du moment que faut faire ça de manière réfléchie. On va pas leur demander de faire des squats avec 50 kilos sur le dos s'ils font 45 kilos. Mais voilà, rien que leur apprendre la technique, la gestuelle. Et déjà, plus tard, ils vont gagner du temps en salle parce que dès qu'il va falloir mettre des charges, ils maîtrisent cette technique-là. Parce que là, c'est un gros point. Pour moi, le problématique, c'est d'avoir des coureurs à distance et je ne suis pas capable d'aller avec eux pour évaluer s'ils savent faire un squat correctement. Donc, si c'est pour faire un squat ou un soulevé de terre, qu'au niveau gestuel, ils ne savent pas bien prendre, oui, c'est sûr, ils vont péter des records, mais si c'est pour prendre sur le dos et derrière avoir des problèmes plus tard, ce n'est pas le but non plus. Donc, c'est ça la grosse problématique, c'est d'évaluer le côté technique de chaque sportif. Donc, plus on commence tôt avec les basiques, mieux ça sera pour eux plus tard. Ouais, carrément. Et puis même pour construire une base, tout à l'heure, enfin tout au début, je parlais de la longévité et voilà, la capacité à avoir un volume d'entraînement pendant des années, parce qu'au final, c'est ce qui conduit à la performance. C'est en gros quelle personne aura le plus gros volume d'entraînement. C'est un peu la course à celui qui en fait le plus. Et d'année en année, en fait, ce que tu observes, c'est que ouais, il y a une corrélation linéaire entre le volume d'entraînement et la performance. Mais pour être capable d'envoyer ce volume d'entraînement, il faut être assez résilient au niveau des tissus, au niveau musculaire, au niveau tendineux. Et la musculation, la préparation physique, c'est un outil pour renforcer, quoi. En plus, tu peux distinguer les modalités pour cibler des tissus spécifiquement, quoi. Et moi, c'est aussi l'un de mes objectifs quand j'entraîne un athlète, que ce soit sur le vélo ou en course à pied. Voilà, mon but, c'est d'optimiser aussi la santé au niveau tissulaire, quoi. Ok, bon, on va pouvoir conclure là-dessus, Rémi. Je te remercie d'être venu. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais aussi? Bon, bah, voilà, je mettrai les liens forcément pour ton compte Instagram, qui est une petite pépite à suivre. Ouais, bah, après, moi, j'ai pas grand-chose pas grand-chose à dire de plus, hein. Juste, s'il y avait juste un conseil, je pense, même pour les entraîneurs en vélo ou quoi. Après, voilà, c'est vraiment avec beaucoup de recul, modestie ou ce que tu veux, mais c'est vraiment d'aller se nourrir, je pense, de d'autres pratiques. Vraiment, là, moi, tu vois, cette année, là, j'ai étudié le profil force-vitesse chez des skieurs nordiques. Je suis pas forcément du ski nordique, je sais en faire, mais je suis pas un spécialiste. Et au final, ça t'enrichit quand même sur différents aspects et ça t'ouvre à différentes modalités d'entraînement. Et honnêtement, s'il y avait un conseil à donner sur toutes les pratiques ou tous les entraîneurs, ce serait d'aller chercher d'autres pratiques, quoi. Moi, par exemple, je me nourris de l'escalade, mais là, je viens de me nourrir du ski, et puis je viens de me nourrir d'autres pratiques, et je pense que ça permet d'accumuler du savoir, et puis de faire des meilleurs choix, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, bah, on va conclure là-dessus alors, super. Ouais, encore merci à Rémi aussi, Dutch et Maxime Frémaux. Voilà, dans la description aussi, vous retrouverez les liens pour poursuivre tout ce qu'on fait, notre blog, le club privé, Cyclisme Performance. Vous pourrez retrouver les liens pour vous abonner, vous recevrez un mail par semaine. Et puis, bah, voilà, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner, laisser un j'aime, un commentaire. Et puis voilà, on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ouais, salut tout le monde. Salut et merci à Rémi, c'était vraiment intéressant. Ouais, merci, bah merci les gars.